Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Histoire de vie et formation, collection dirigée par Gaston Pinault. Avec la collaboration de Pierre Dominicé, 1 de Genève, Martine Lanibel, 1.de Nantes, José González, Monteagudo, 1 de Séville, Catherine Schmutzbrun, 1 de Fribourg, André Vidriquer, 1 du Québec à Montréal, Guy de Villers, 1 de Louvain-la-Neuve. Cette collection vise à construire une nouvelle anthropologie de la formation, en s'ouvrant aux productions qui cherchent à articuler histoire de vie et formation. Elle comporte 2 volets correspondant aux 2 versants, diurne et nocturne, du trajet anthropologique. Le volet formation s'ouvre aux chercheurs sur la formation s'inspirant des nouvelles anthropologies, pour comprendre l'inédit des histoires de vie. Le volet histoire de vie, plus narratif, reflète l'expression directe des acteurs sociaux aux prises avec la vie courante à mettre en forme et en sens. Dernière parution. Volet Histoire de vie. Jean-François Gomez, Le gai savoir des éducateurs, Éloge des transparents, Chroniques et récits 2019. Fatimata Hameywarou, Mon père, ce tirailleur nigérien 2019. Christian Bouchot, Lucien Gaudin, Hugues Leroux de Gafsa à Shanghai, Aménager ville et territoire, 2019. Marie-Hélène Verneris, Récit de vie en milieu carcéral, 2018. Alain Rochefort, L'instinct de vivre, 2017. Virginie Bayoki, Bruissement de mots. L'envol de la colombe blessée, 2017. Léa Tardieu, Itinéraire d'une humaniste rebelle, du quartier latin aux Cévennes ardéchoises, 2017. Patrice Sanchez, Renaissance d'une apocalypse cérébrale, 2016. Dédicace. À la relève Théo, qui renaît en moi à chaque seconde. Aux acteurs sincères de l'éducation populaire et aux mouvements d'éducation populaire qui m'ont porté, supporté, les éclaireuses et éclaireurs de France, EEDF, Mouvement laïque du scoutisme français, et les CEMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. À Guy et René, évidemment. Sans qui. Préface. Un éducateur engagé. Quel est le sujet au fond de ce récit ? De ces portraits croisés, s'interroge l'auteur en toute fin de son ouvrage. Pour moi, c'est clair et je m'y risque aussitôt. Il s'agit d'une illustration éclairante, obstinée, méthodique de la volonté d'affronter au quotidien l'antagonisme entre les doutes et les certitudes. Les doutes dans les pratiques éducatives professionnelles, les certitudes dans les ancrages et les valeurs clairement réassurées et exprimées. Il le dit bien d'ailleurs, en y ajoutant une forme d'interrogation prudente. Un témoignage en tout cas, l'éducation populaire en acte, dans cette formule ramassée, aussitôt pondérée d'un point d'interrogation bien sûr. À sa lecture m'est revenue en mémoire l'exigeante maxime de Fontenelle, 1657 à 1757, tout le monde ne s'est pas douté, on a besoin de lumière pour y parvenir et de force pour s'en tenir là. La lumière, Jean-Pierre Weyland la cherche et la trouve dans la confrontation à ses 2 lumineux partenaires, Guy Milleriou et René Badache. On les voit dans ces pages si solides, si honnêtes, si attachants. Des repères oui. La force, elle est ancrée en lui, paradoxalement consolidée dans son cheminement par son questionnement perpétuel et exigeant, têtu, obstiné. Je ne sais pas trop où je vais, ose-t-il affirmer. En fait, je crois qu'il sait bien que le chemin de la connaissance se fait ensemble, appuyé par ses 2 interlocuteurs, comme en miroir. L'écriture témoigne de ces balancements permanents. Mieux, elle les soutient, elle les porte. Dépouillée. Non. Sans recherche d'effet ou de fioritures. Comme une crainte de l'illusoire emballement lyrique, du souffle épique et trompeur. Des phrases nues. Des parenthèses fréquentes qui révèlent tour à tour interrogation, autodérision, confidence à la lisière de l'impudeur dans leur concision. Approche feutrée. Suggestion. Hypothèse. À toi de faire une part du chemin, lecteur. D'affronter son dire vrai, son honnêteté, sa lucidité. De ressentir et de partager ses impatiences, ses ressentiments, ses révoltes devant les dérives. Les démarches éducatives qui deviennent dogmes sous la férule d'un gourou, les membres de direction d'associations et mouvements d'éducation populaire qui renient leurs principes dans la gestion du quotidien, les engagements politiques qui se dessèchent, se trahissent et se dévient dans des postures figées et radicales et conduisent par exemple,
à l'antisémitisme caché derrière l'antisionisme déculpabilisant. Adéquation entre forme et fond. Intrication entre style et discours. Il s'agit là, n'en doutons pas, de la maîtrise d'un véritable écrivain. Lequel, toujours lucide, toujours prudent, se reconnaît, s'avoue, subjectif en diable. Je l'espère bien, tant mieux Jean-Pierre Weyland. C'est cela qui accroche le lecteur, qui le guide, qui l'entraîne. Avec lui, avec ses deux repères, puis-je affirmer ses deux compères, on trouve ou retrouve l'envie, l'énergie, la rage de résister et de construire, de croire en l'humain indigné et énervé qui lutte pour changer la société, pour lui-même et pour son prochain. Intransigeant réquisitoire et percutant plaidoyer. Oui, l'éducation populaire, ne peut être qu'une aventure partagée, discutée, sans cesse confrontée et sans cesse renouvelée et ainsi, toujours vivante et dynamique. Jean-François. Professeur de lettres honoraires. Derniers ouvrages parus. Mixité filles-garçons. Réussir le pari de l'éducation. R.S. Semea, 2011. Reconstruire l'alliance avec l'école, l'affaire de tous. R.S. Semea, 2013. En exergue de ce récit, quelques extraits lumineux d'un article d'André Sirota, intitulé De l'histoire des siens à la grande histoire. Apprendre à les raconter, pourquoi ? Vers l'éducation nouvelle, revue des Semea, numéro 561 janvier 2016, page 10 à 13. Le silence d'un parent ou des deux parents sur leur histoire a de nombreux effets d'entrave sur le développement psychique, dans les différentes dimensions de l'activité psychique. Il peut même installer dans la psyché un fort interdit d'apprendre et de savoir. L'histoire et l'histoire sont importantes à raconter car elles constituent des éléments du socle généalogique d'un individu. Il lui reste à les assimiler et à les lier. Ce sont ces récits croisés, subjectivés et objectivés, qui donnent envie de grandir et donnent le sentiment de la réalité de l'existence, de sa place et de son rôle dans le relais des générations, et la conviction que la vie vaut la peine d'être vécue, que les savoirs transmis ont une véritable utilité. Pour que ces processus puissent se produire en chacun, il est impératif que les parents racontent leur histoire et l'histoire de leurs propres parents. Certes, quand leur vie a été fort chaotique, malheureuse, traumatique, pleine d'embûches et de souffrances, les parents doivent faire d'abord eux-mêmes un travail de pensée avant de raconter leur histoire afin de ne pas la taire mais aussi de ne pas la dire de façon brute ou de ne pas passer leur vie à s'en plaindre. Se plaindre devant ses enfants, c'est leur inculquer que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue pendant que d'autres en profitent, que le monde n'est qu'injustice. Or, le monde est à la fois fait de bonnes et de mauvaises choses, à l'image de l'être humain qui est capable du meilleur comme du pire. Lutter avec et contre la dépressivité humaine et ses retombées destructrices et nihilistes est sans doute un programme de travail immense. Ouverture. Subjectif. Il y a un but mais pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est une hésitation. Kafka. 27 décembre 2014. Toujours la nuit. Tenter de s'endormir avec. Le tenir au creux de ses paupières. Se réveiller en se questionnant. Un sujet qui me tienne au corps. Une écriture à venir. Le temps file à telle allure. Ne plus trop le perdre. L'important c'est. Quoi déjà ? Ça échappe. C'est retors. Plein d'aspérité. Des certitudes tout de même. Des données chaudes comme on dit en sociologie. Du vivant plein de vase et de douceur. Du subjectif. Je lance mes filets en aveugle, confiant en l'absence de méthode. Ne pas trop savoir la pêche à l'avance. Les ailes nous manquent, mais nous avons toujours assez de force pour tomber. Paul Claudel. C'est Nadine, une amie, qui m'a lu cette citation à Noël. Cela vient de L'air et les songes de Gaston Bachelard. Un livre que j'ai récupéré chez mon père, je crois. Un vieux bouquin aux pages à décacheter une par une. Je l'avais laissé comme ça dans mes toilettes, inerte et sans vie. Elle l'a vu, et a voulu le commencer mais la deuxième page donc était condamnée. Elle l'a délivré du maléfice. Et lu cette citation. Je l'ai fait relire. Je suis tombée en arrière, moi aussi. Toujours assez de force pour tomber. C'est magnifiquement sombre et vrai. Du coup je repense à Guy. Guy Milleriou. Ah Guy. Un immense bonhomme, un géant surtout pour moi qui me fait pencher la tête en arrière. Des lunettes, les cheveux courts, l'œil souvent étincelant,
des mains comme des compas qui dessinent le monde à volonté. Il est né en 1951. Marié, 2 enfants. Calme, bienveillant, l'esprit scientifique et cartésien. Il peut partir dans de longues envolées théorico-pratiques assaisonnées de moult références, ou rester très simple et concret. Il aime le travail du bois et le travail d'équipe. Il pratique les deux minutieusement, avec une touche artistique. Il a la passion de la transmission dans un esprit coopératif et politique. Son kiff, faire grandir les autres aussi haut que lui? Voire, semer les graines d'une insoumission citoyenne quand il sent le terreau assez gras. Il a été essentiellement formateur d'adultes, dans le secteur du travail social. Il reconnaît ses erreurs, reste assez doux mais il peut aussi trancher et lever la voix sans excès. C'est un ancien collègue et avant encore, ancien formateur. J'ai été stagiaire au CMEA, à l'Institut de formation professionnelle, INFOP, de Gennevilliers quand il en était directeur adjoint. Un grand monsieur de l'éducation nouvelle et populaire. De l'éducation tout court. Cela a été mon premier sur la liste. Allez, disons-le, un deuxième papa. Pas complètement, mais un peu. Sur les bords. Pour ce qu'il me plaisait de prendre chez lui. Lui n'étant pas paternaliste, ni montrant trop d'émotion ou d'affect. Mais justement ça me plaisait bien. Cet émotif discret. En tout cas je l'admire dans son costume de formateur puis de directeur. De bipède. N'étant pas très à l'aise pour diriger et apprenant sur le tas le métier de formateur à ses côtés, avec bien d'autres modèles mais bon là je parle de lui, j'ai éprouvé plein de sensations fortes à son contact. Nous avons vécu ensemble des moments difficiles ou plaisants. Il a cette capacité à gérer les groupes de façon ferme, exigeante et humaine. À dénouer, expliciter ce qui se passe ici et maintenant. J'ai tenté de l'amadouer à ce projet, il y a quelques mois. J'ai désormais un rapport plus amical, débarrassé du contexte professionnel. Il a des soucis personnels graves et répétitifs. J'essaie quand même. Guy, tu voudrais, que je parle de toi? Non, pas maintenant. D'accord. Ramener ses filets en douceur. S'éloigner sans faire de vagues. Puis René Badache, revu plein de fois depuis 1 an grâce à mon bouquin sur la formation qu'il a eu la gentillesse d'apprécier. Il a cofondé Arc-en-Ciel Théâtre en 1992, puis actif en 2008, du Théâtre Forum Intelligent et Libérateur. Qu'est-ce que le Théâtre Forum? Voilà ce qu'ils en disent sur leur site, https://www.arc-en-ciel-théâtre.org/parenthèse fermante. Nous intervenons auprès de groupes volontaires qui désirent débattre des questions qui les préoccupent. Comment faire pour dire non à mon enfant? Comment faire pour faire valoir mes droits? Comment faire pour vivre mon travail en accord avec mes principes? Comment faire pour vivre ensemble en acceptant nos différences? Le jeu théâtral est alors mis au service du groupe. Il permet de théâtraliser la situation problématique, tirée de la vie quotidienne. Où est-ce que cela se passe? Qui sont les protagonistes de l'histoire? Quel est le conflit? Quel est l'enjeu? Le Théâtre Forum permet, à tous ceux qui le souhaitent, de venir dans l'espace de jeu et prendre un rôle pour proposer un changement à la situation exposée. Les conséquences possibles sont ensuite examinées et sous-pesées. Les points de vue se confrontent dans un esprit de partage et de négociation collective. Chacun est libre d'exprimer son point de vue, s'il le souhaite. D'alternative en conséquence, le groupe transforme l'histoire, prend conscience qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, teste les effets de son action sur les autres et le monde, devient auteur de sa vie. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer chaque citoyen à part égale dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions, la mise en délibération de ces contradictions, en but d'arriver à un arbitrage, dit Paul Ricoeur. Le Théâtre Forum, tel que nous le pratiquons, répond à cette définition de la démocratie. Je l'ai connu dans une formation qu'il a faite au CMEA. René est subtil, convivial et passionnant. Au moins 3 raisons valables de lui tendre la perche. Il est né en 1945, quelle année, mais le temps laisse peu de traces sur son visage. Il ne fait pas son âge comme on dit. Les yeux rieurs, le verbe doux et accueillant, il démontre plus son versant affectif mais avec de précieux filtres.
C'est un animateur de groupe hors pair. Brillant, drôle, souple, mais ils n'auront pas. Je le connais bien moins que Guy. Il se définit comme comédien intervenant. Sa formation ? Docteur en sociologie et titulaire d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, CAP. Il fut professeur de sciences économiques et sociales en lycée pendant 37 ans, et enseigne aujourd'hui en Master 2 de théorie et pratique de l'intervention clinique en organisation à l'Université Diderot, Paris 7, aux côtés de Vincent de Gauljac et Fabienne Annick. Une pointure mais tranquille. Une pointure qui ne se la pète pas. Pas du tout. René, je sais pas trop où je vais, mais si, enfin, parler de toi, de ton parcours, ça te dirait ? Oui. Ah ? Il y en a un qui se laisse attraper sans difficulté. Nous sommes au Starbucks Café à Saint-Lazare. Que ces endroits sont nuls pour parler vraiment. Prendre rendez-vous. Pourquoi ? Parler dans le bruit ? Se regarder de biais. Je tourne autour de René depuis quelque temps. J'envoie un mail, ce courrier moderne. Objet, toi. Et les formules d'usage. On se voit quand ? Pas si différent que les approches amoureuses, finalement. Il faut bien commencer par un bout. Approcher les gens pour mieux les désirer, voire plus si affinité se faire désirer. Donc ça commence. Un nouvel ouvrage. Comme une écharpe à tricoter. On peut se coucher avec un fantasme érotique à décorer la nuit. Ou un sujet d'écriture à enfanter. Même si c'est encore flou à cette heure-ci, ce livre à venir va tourner autour du parcours de ces deux hommes qui incarnent à mes yeux l'éducation populaire en actes. Leur récit de vie pour éclairer cette démarche politique. La part humaine. Loin du glacis de certaines grandes organisations se revendiquant d'éducation populaire mais qui, en vrai, vendent des produits, stages, centres de vacances, ateliers d'hiver, avec des méthodes de direction parfois moins démocratiques en interne que des entreprises privées, désignées pourtant comme l'ennemi absolu. Et surtout dont la part d'éducation populaire en direction des publics touchés est sujette à caution. Guy et René, non sans contradiction ni être des modèles, ont une volonté présente et passée, de se mettre au service de leur idéal d'émancipation. Une certaine pureté. Une vraie modestie. L'ADN de leur positionnement est en partie contenu dans leurs origines, leur famille, leurs choix. Ce qui leur a été donné et ce qu'ils ont pris. Pour partir sur de bonnes bases, j'emprunte à René sa définition de l'éducation populaire. En effet, cette notion gagne à être précisée. René prend parti, son option est diablement ambitieuse. Pour ma part, elle se heurte parfois au réel, à mes limites. Mais je le rejoins sur le fond. Sa critique essentielle concerne les prémices de l'éducation populaire qui ne cessent de se décliner depuis. Il s'agit de faire accéder la plèbe au savoir et à la culture des élites, plus fortunées et plus cultivées, mais en niant la culture propre de chaque partie du peuple. Le surplomb, la domination au sens de Bourdieu. Il ironise, l'avant-garde éclairée. Plus récemment, l'avènement du socio-culturel s'est fondu en partie dans le libéralisme ambiant. Le marché. Paré d'une phraséologie humaniste. Une fois dit ça, comment arriver à une éducation du peuple par le peuple et pour le peuple ? Bonne question. La critique est aisée. Il revendique l'héritage de Paulo Freire. Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque tout seul, les hommes s'éduquent ensemble, de la sociologie clinique, Vincent de Gauljac, pour sortir d'une conception bancaire du savoir et d'une posture binaire déséquilibrée de la relation pédagogique. En résumé, l'éducateur apprend autant de ses élèves qu'il leur apporte. Le chemin vers la connaissance se fait ensemble dans l'expérience de la rencontre entre ces deux consciences et le monde. Paulo Freire 2001. Facile à dire, difficile d'avoir toujours cette éthique vissée au corps, ça échappe, ça glisse. Pour moi, c'est au cœur de cet ouvrage. De mes petites tentatives avec mes petits bras à sortir de la nasse. De cet enfer si rose et bienveillant consistant à avoir un projet émancipateur, forcément émancipateur pour les autres. Vu hier le documentaire La Cour de Babel de Julie Bertolucci. J'ai pleuré de voir ses parents si tendus vers le désir d'accomplissement de leurs enfants. Tournage d'une année scolaire de classe d'accueil à Paris. Autant d'ados que de nationalités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.